pour l'anniversaire de ces 10 ans, nous souhaitions notamment l'association des étudiants et anciens étudiants du master Apogée Culture organiser un événement très complet donc, qui s'ouvre par cet après-midi de rencontres professionnelles et par laquelle nous souhaitons vraiment contribuer à continuer à tisser les liens entre les étudiants et le monde du travail. Donc, merci à tous les 5 d'avoir répondu à notre sollicitation. Donc, ouais, moi je vais parler au nom d'Apogée Culture, donc je vous remercie encore tous les 5. Merci à tout le monde de s'être déplacé. Merci aussi aux 2 modérateurs qui sont là. Donc cet événement est organisé par l'association Apogée Culture qui représente les étudiants du Master PGC qui fête ses 10 ans, comme les employés. Et donc, outre cette journée de débat entre des professionnels de la culture, on organise 2 autres événements, à savoir une journée d'études sociologiques qui aura lieu vendredi au PEJ sur le thème des publics et le 29 janvier, une soirée festive au Molodeuil avec 5 concerts. Donc on espère aussi vous voir aussi nombreux, voire plus nombreux, surtout au Molodeuil. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne après-midi. N'ayez pas peur de débattre. Donc on va entrer dans le vif du sujet de ces questionnements sur les outils des coopérations de la culture. Alors, la mutation du paysage politique et économique, notamment la diminution des aides publiques, sont désormais considérées comme des données à prendre en compte dans le secteur culturel. Et face à ces conditions moins favorables, les acteurs de la culture sont, depuis plusieurs années déjà, appelés à diversifier leurs sources de financement et à repenser leur structuration et leur fonctionnement pour s'adapter à ce contexte complexe. On assiste depuis le début des années 2000 à une intensification des mises en commun et au développement de nouvelles pratiques de mutualisation, de coopération dans la culture. Alors ce ne sont que parmi quelques-unes des solutions qui sont explorées par les porteurs de projets ou les structures culturelles pour se créer, se développer et s'en sortir, mais c'est une des solutions qui émerge. Donc différentes questions se posent dans ce cadre. Est-ce qu'on est plus solide en se regroupant? Est-ce que la mutualisation et la coopération sont des moyens efficaces pour pérenniser, perdurer dans cette réalité socio-économique actuelle? Alors mutualisation et coopération appartiennent aux champs lexicaux de l'action collective, du relationnel, du travailler ensemble, du mettre en commun. Les 2 termes sont employés dans de nombreuses acceptions et pour désigner des réalités assez hétérogènes et sans cesse en évolution. En outre, la distinction entre les 2 n'est pas toujours très nette et c'est parmi les questions qu'on va peut-être éclaircir aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, ils sont plusieurs à tenter cette expérience de la mutualisation, comme avec les groupements d'employeurs dont on va parler aujourd'hui. D'autres se lancent dans des structures coopératives proprement dites, avec les sociétés de coopération, coopératives et participatives. Le secteur public est également touché par le phénomène. Les collectivités territoriales de différentes échelles tendent aussi à se regrouper. Donc, par exemple en formant les établissements publics de coopération culturelle. Et donc grâce à nos différents intervenants, nous pourrons éclaircir ces notions de mutualisation et de coopération. Nous allons voir des différents exemples de ces manières d'agir et pouvoir mieux comprendre ces outils de la coopération. Notamment, chacun pourra évidemment poser ses questions, mais on éclaircira peut-être quelles sont les raisons qui poussent à adopter l'une ou l'autre des types de structures, quelles sont les différences de fonctionnement, quels sont les avantages, quelles sont les difficultés. En tout cas, c'est un thème qui préoccupe ces dernières années. Nous ne sommes pas les seuls, évidemment, au sein du Master Politique et Gestion de la Culture à avoir voulu interroger ces notions. On a eu, par exemple, en 2012, aux Nations Unies, une proclamation de l'année des scopes, par exemple. Et puis, la question des regroupements et des coopérations culturelles sont posées dans d'autres interventions, alors notamment à Nantes aujourd'hui, où on a les événements pour lesquels certains ont pu aller. On a également des interventions qui auront lieu sur ce sujet. Merci à vous en tout cas d'être là et de nous avoir fait de la place dans votre emploi du temps pour qu'on puisse également réfléchir au sujet à Strasbourg. Alors, juste un avertissement
Donc moi je joue le rôle de modérateur. Merci. Donc je vais essayer dans ma fonction de modérateur de faire en sorte qu'effectivement l'organisation des échanges se fasse de façon modérée, organisée, et souligner également un point qui a été dit, c'est que les formes de coopération, d'utilisation sont très nombreuses, hétérogènes, des études, et ce qu'on va tenter de faire après-midi, c'est à travers 3 exemples, présenter 3 formes, qui ne sont pas du tout exhaustives, qui sont parmi d'autres, et qui sont très significatives, 3 exemples, qui sont très significatifs des questionnements et des démarches à travers lesquelles ces projets se sont mis en place. Et donc, à travers ces 3 exemples, à mon avis, on va pouvoir évoquer de façon plus large toutes les notions derrière la question de la coopération. Donc, je crois qu'il y avait un ordre qu'on avait envisagé. Oui, alors je pense. Il n'y a pas de relation de préférence, il fallait bien démarrer par un exemple. On peut démarrer dans l'ordre de la table, par exemple, Donc, déjà, avec Monsieur François. Coopérative, alors. Alors, dites-moi juste le format, parce que je dois raconter... Alors, pour l'instant, vous pouvez juste vous présenter, voilà, chacun, et présenter la structure. Très bien. Après, donc, je suis Stéphane Bossuet, et je dirige une coopérative d'activité d'emploi, qui n'est pas en soi une organisation juridique, mais un objet social qui répond à ces ambitions de coopération et de mutualisation qui sont posées aujourd'hui en termes de problématiques. Pour autant, elles utilisent comme format juridique les SCOP ou les SIC. Donc, je pense que parmi nous, on a partagé déjà un petit peu ensemble cette question-là. Donc, les SCOP, sociétés coopératives et participatives, et les SIC, donc, avec un intérêt élargi au collectif, puisque les SIC ne sont pas forcément une organisation pour les membres qui font vivre cette coopérative, mais aussi avec des membres associés, qu'on retrouve d'ailleurs chez les bénévoles ou les collectivités publiques. Voilà, donc je suis toujours dirigeant d'Art Temps Réel, donc, qui est une coopérative d'activité d'emploi dédiée au secteur culturel, et qui a été créée il y a 10 ans, à l'initiative de mon confrère assis à ma droite et moi-même d'un organisme appelé l'OGACA, qui est une agence conseil d'entreprise culturelle, qui était en Alsace et notamment sur ce secteur, et qui questionnait en tout cas déjà dans les années 2000 ces questions de la mutualisation et de la coopération pour les organisations artistiques, type compagnie ou sociétés dans l'audiovisuel, qui cherchaient en tout cas des nouveaux moyens de structuration par rapport à déjà un début entre guillemets de questionnement de crise sur les financements publics ou la recherche de financement hybride pour arriver à trouver des modèles économiques à peu près stables. Voilà, donc ça s'est créé à peu près à ce moment-là, en 2003-2004. Frédéric Simon, je suis le nouveau directeur du Maillon, et c'est pas à ce titre-là que je suis là aujourd'hui, puisque je suis président et membre fondateur d'un groupement d'employeurs qui existe toujours, qui est dans l'agglomération Forbach-Sarrebruck, Moselle et Sarre. Alors je suis né dans les utopies de phalanstère de Fourier et dans ce rêve d'abolition de la propriété privée de Proudhon, donc en Franche-Comté, où j'ai gardé un certain nombre de traces et de stigmates. Donc je participe à pas mal de SIC, en particulier chez Evolus, sur le retraitement d'un certain nombre de déchets, en particulier ce qu'on appelle le R8, dont la structure de Strasbourg fait partie, sur les textiles. Et j'ai été un certain nombre de SCOP, puisque la compagnie dans laquelle j'étais comédien permanent il y a longtemps était une SCOP. Pourtant, où c'était très très compliqué d'avoir des subventions quand on était en SCOP, ça ne m'interdit. Ça a changé, mais il a fallu vraiment progresser. Ce sont des statuts très compliqués à faire entrer dans les mentalités françaises, y compris les groupements d'employeurs, j'en parlerai plus tard, et c'est pas si simple que ça. J'ai souvent affaire à des fiscalistes ou des gens qui sont à l'URSSAF, qui ne comprennent rien à ce qu'on est en train d'inventer, et on fait une formation externe qu'on fait d'invention interne. Juste pour la petite histoire, si je peux me permettre, mais maintenant c'est autorisé, mais il n'y a plus d'argent. Philippe Lono, je suis administrateur de la Maison de la Culture d'Amiens. En fait, je suis administrateur général, mais je n'ai jamais vraiment compris. Donc, Maison de la Culture d'Amiens, qui est une scène nationale et qui est également, je pense que c'est pour ça que je suis là, qui est un établissement public de coopération culturelle. C'est
c'est le deuxième EPCC dans lequel je travaille, donc j'ai une vision, moi pour le coup, très positive du statut. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu critiques par rapport au statut. Clément Fals, donc ancien étudiant de PGC. Et j'ai travaillé avec Philippe à la Maison de la Culture, d'abord en stage et ensuite en tant qu'attaché d'administration. J'ai fait un mémoire sur les questions de la coopération dans les EPCC, et notamment de coopération culturelle. Et puis auparavant, j'avais travaillé 3 ans à l'Institut français, j'avais travaillé sur la réforme de l'action culturelle extérieure de l'État, et notamment sur le transfert de la gestion du ministère à un établissement public. Tu pourrais intervenir en contrepoint et en regard extérieur sur les exposés qui seraient faits sur les EPCC. Et sur autre chose. Mais en particulier. Bon, ben, on va vous laisser. Ce que je trouve intéressant, et peut-être avant que vous nous détailliez plus avant le fonctionnement de chacune des structures, c'est vous parlez, ce qu'on retrouve dans les discours, c'est la difficulté, notamment au moment de la mise en place de ces structures. Vous dites qu'il y avait des difficultés de compréhension par les URSSAF ou d'autres acteurs du secteur économique. Mais ce qui est aussi intéressant, je trouve, c'est de savoir en fait dans quelle logique, qu'est-ce qui au départ a motivé la création de ces structures. Le fait que ça parte pas forcément des acteurs de la culture eux-mêmes ou des porteurs de projet. Alors est-ce que, comment les choses se sont déroulées à ce niveau-là? Est-ce que c'était une logique plutôt descendante ou ascendante, venant plutôt véritablement d'artistes, de professionnels de la culture, ou au contraire, dans le cas de la création d'Art en réel, avec l'intervention de l'OGACA, de personnes qui avaient plutôt une vision gestionnaire de la question? Ou est-ce que tout s'est fait en fait déjà en coopération entre vraiment le milieu artistique et au contraire le côté plus administratif? Donc on pose la question à chacun? La même question à chacun? Je parle même ordre. Oui. Alors, c'est ascendant ou descendant? Ça vient du haut ou ça vient du bas? Je ne pense pas qu'il y ait une notion d'ascendance ou de descendance. Évidemment, il y a un constat souvent qui est fait. C'est ce constat qui allume l'envie d'y aller, mais c'est allumé aussi par un désir ou quelque chose de plus profond en tout cas. C'est que porter un projet de coopération, de mutualisation, quand on a l'orchestration à mener en tout cas, il y a quand même quelque chose, je ne sais pas si on peut appeler ça des valeurs, mais en tout cas quelque chose qui nous porte plus fort que tout, pour se dire on va aller dans un endroit où il y a une expérimentation à mener, qui n'est pas forcément autorisée, donc il y a une certaine prise de risque à prendre. Donc il y a une espèce de profil comme ça hybride de la personne qui amène un projet hors des sentiers, hors des sentiers de l'URSSAF, mais aussi peut-être de ce qui se manifeste dans le champ culturel aussi à ce moment-là, c'est-à-dire que ce soit les institutions culturelles publiques n'avaient pas forcément l'habitude de voir des coopératives d'activité d'emploi dérouler dans le champ de l'instruction, de l'examen en tout cas des projets. Donc il y a une prise de risque à prendre, il y a une connaissance du terrain et de ses besoins, et portée ensuite par des personnes qui doivent incarner en tout cas à la fois cette prise de risque et cette chose à comprendre, à connaître en tout cas, pour arriver à dépasser finalement l'entendement, ce qu'on a l'habitude de voir, quoi. Je dis ça parce que ça fait depuis le 1er janvier 2016, donc ça fait pas il n'y a pas très longtemps, que nous sommes sortis du champ du hors-la-loi. La loi ESS, Économie sociale et solidaire, a été promulguée en 2014. Le dernier décret vient de sortir. Et depuis le 1er janvier, il y a une reconnaissance de ces formes originales, des coopératives d'activité d'emploi et des statuts d'entrepreneurs au sein de ces coopératives, que depuis 15 jours. Ça veut dire que pendant 10 ans, on a dû exister dans un ensemble d'acteurs qui pouvaient du jour au lendemain nous dire arrêtez, c'est pas légal. Je précise ce que dit Stéphane, dans les coopératives d'activité d'emploi, les artistes sont salariés de la coopérative, mais sont indépendants, sont entrepreneurs. Donc, le droit du travail, je ne comprends pas ça. Soit tu es salarié, soit tu es indépendant. Là, eux, ils sont dans une situation hybride. C'est que, effectivement, récemment, que cette hybridation est devenue
Alors, tout à fait, c'est-à-dire que c'était présenté cette double casquette, ce paradoxe entre entrepreneur et salarié, donc entrepreneur indépendant et salarié subordonné. C'était un contexte assez nouveau pour les inspections du travail, vous imaginez bien, pour le URSSAF, pour les gens qui vous contrôlent en tout cas, sachant qu'on était quand même, pour soutenir ce type de projet, mais ça j'en parlerai tout à l'heure dans son modèle économique, un soutien assez important du financement public pour aller sur ces expérimentations. Donc il y avait un vas-y, mais t'as pas le droit. En gros, c'est toujours très confortable par rapport à ça. Par contre, la prise de risque dépassait un peu tout ça parce que, comme on n'avait pas le droit et qu'on le faisait et que ça arrangeait beaucoup de monde, que c'était assez complexe à expliquer parce que, je me souviens d'un jour, un élu à Paris m'avait dit ça marche comment ton truc? Et je lui ai expliqué, il m'a dit écoute, j'ai rien compris, mais c'est génial. Donc je trouvais qu'il y avait un truc, parce que c'était difficile d'expliquer quelque chose qui n'était pas dans les clous. Pour autant, ça avait l'air génial. Et on se rend compte quand même que maintenant, à l'heure 2016, la question du travail a été posée très fortement, notamment toute l'année 2015, avec des documentaires assez à l'appui sur le travail, l'organisation du travail, le travail autrement, toutes ces visions alternatives du travail aujourd'hui. Bon, on sent qu'on a été un petit peu précurseur avec les coopératives d'activité pour amener une autre forme du travail qui était à la fois une quête de la protection sociale qui avait quand même été amenée par nos pères de façon assez sérieuse, en tout cas pour se protéger tout simplement des aléas de la vie et des ruptures dans les parcours professionnels, mais en même temps de pouvoir aller sur ces revendications apparemment nécessaires et logiques de l'autonomie. C'est-à-dire que, et dans le champ culturel, il me semble quand même qu'on observe à la fois des gens qui ont besoin de protection sociale, mais qui sont en quête d'autonomie permanente. Donc quand on est face à ça, on se dit qu'il y a certainement un truc à trouver qui dialectique entre ces deux questions. Ceci étant dit, tu n'as pas répondu à la question de Lille, c'est que la création d'un temps réel, à mon souvenir, puisque l'art temps réel s'est créé dans le bureau à côté du mien, n'a pas été porté par des artistes. Ce ne sont pas des artistes qui ont créé art temps réel. Ce sont des individus comme Stéphane qui effectivement ont capté ce besoin, cette nécessité de trouver des solutions, et c'est qu'ensuite les artistes qui sont devenus les premiers acteurs du projet, dans un premier temps, c'est pas eux qui ont été porteurs. C'est vrai. C'est vrai. Parce que quand on fait une expérimentation, il faut toujours une cobaye. Mais il fallait quand même des gens qui ne pouvaient pas, eux, porter en tout cas ce type de projet, parce que c'est pas leur cœur de métier, leur cœur d'existence, c'est créer, enfin, ils ne sont pas à cet endroit-là. Par contre, ils allaient être partie prenante de cet objet. C'est-à-dire que, ce qui est le cas aujourd'hui. Et ce qui est complètement le cas aujourd'hui, puisque dans le format coopératif, les entrepreneurs sont aussi associés de la coopérative, c'est le projet. Ils ne sont pas tous associés, mais en tout cas, c'est la vocation à chaque entrepreneur de l'univers sociétaire. Et c'est là où le format coopératif, et Scope particulièrement, répondait bien à cette double qualité qui est une quête dans l'économie sociale, c'est-à-dire à la fois au travail, mais à la fois aussi aux décisions de l'organisation. Et on pense que, enfin je pense maintenant avec cette expérience, que les artistes ont répondu à l'appel de se dire, c'est vrai que déployer en toute autonomie mon activité de création ou d'intervention, enfin de ce qui concerne mon métier en tout cas, mais sans pour autant avoir une organisation descendante qui contrôle ce que je fais, ça va tout à fait avec l'ADN de la création. Donc très vite, ils ont embarqué, puisqu'on a été, je crois, la première année, une trentaine tout de suite. Comment c'est passé? Alors, nous c'est différent. Déjà, pour la question, Stéphane en parlait, je crois qu'est-ce qui peut pousser à ça? Je pense qu'il y a déjà un angle mort de la pensée politique et économique qu'il faut habiter. Et cet angle mort, à mon avis, c'est un clivage très national en France, qui est que l'endroit du progrès social, c'est la macroéconomie, et l'endroit du libéralisme effréné, c'est la microéconomie. Si on pense comme ça, on ne va pas aller loin. Et c'est très compliqué d'expliquer à quelqu'un que l'endroit du progrès social, ça peut être des microstructures qui endossent une responsabilité sociale, politique et même humaine, parce que cet endroit-là, il est occupé par la négociation nationale. Et ça, c'est un principe très français. Et tant qu'on n'arrivera pas à désamorcer ça, ça sera très compliqué de faire avancer le progrès par le terrain. Parce qu'on a une façon, dans le paritarisme, qu'il y ait d'abord du bottom-up à l'intérieur de la négociation sociale,
et que le pont se fasse au niveau central. Et ça, c'est très complexe. Moi, j'ai été à la CG depuis très longtemps. Je peux vous dire que je suis un vrai renégat. Alors, chez nous, la situation est complexe parce que c'est en partant d'une analyse stratégique, je ne vais pas vous la refaire, une matrice stratégique très simple, de savoir où état les forces et les faiblesses de ce territoire sur l'emploi et sur le gisement d'emploi. Quand on est à Forbach avec une scène nationale, effectivement, on embauche à plus de 500 km du lieu d'emploi. Donc, on peut se dire que c'est comme ça et que c'est pas grave, et on peut se dire que là, il y a une responsabilité professionnelle et sociale qui est biaisée. Et du coup, de se dire qu'on va transformer les choses. Comment faire travailler les gens qui sont nés là, qui sont français, qui sont allemands, qui peuvent être même bilingues. Comment leur donner du travail alors qu'ils sont à un endroit très particulier. Donc, il y a une analyse de bassin d'emploi. Et le moteur, ça a été la scène nationale immédiatement. Et le deuxième partenaire, et là je les remercie, c'est vraiment la commune de Forbach, qui a immédiatement décidé de jouer le jeu. Donc avec tous ses services associés, c'est-à-dire médiathèque, école de musique et autres. À partir de là, on a pu partir sur une structure d'économie mixte. Et voilà, elle a 8 ans aujourd'hui, elle n'a jamais bénéficié d'un seul centime d'argent public. Elle a toujours travaillé sur ses propres recettes de mise à disposition. C'est quoi le fondement, alors, le fonctionnement d'une... Bah oui, je voulais répondre simplement sur le bottom-up ou le top-down. Bon, alors, le fonctionnement, c'est qu'à un moment, il a fallu trouver des personnels très qualifiés, y compris bilingues, qui puissent travailler sur les projets européens Interreg, qui puissent travailler sur des machineries extrêmement complexes, puisqu'on a une machinerie classique dans la cage de Seine. Et tout d'un coup, voilà, on a une seule réponse qui avait été apportée, qui est l'intermittence. Qui me semble être un pis-aller extrêmement dangereux, à la fois au niveau social et au niveau des intermittents eux-mêmes, c'est qu'on abuse de ce qui est nécessaire à certains pour le généraliser pour des gens pour qui ce n'est pas nécessaire. Donc comment on peut réduire l'usage de l'intermittence à des vraies nécessités, c'est-à-dire là où il n'y a pas d'autre régime possible pour avoir cette activité. Donc ça veut dire qu'il faut repenser tous les métiers du théâtre, et y compris de la culture, pour retravailler à la fois sur les métiers et sur les gestes professionnels. Parce que ce n'est pas tant l'analyse métier qui donne les solutions, mais l'analyse de gestes professionnels. Donc on est parti là-dessus en disant il faut qu'on permette à toutes les structures culturelles d'un bassin qui est fortement enclavé, mais qui est fortement particulier. Il a cette force et cette faiblesse. Il est bilingue. On est à côté d'une capitale allemande, qui est Saarbrück, la capitale de la Sarre. Il y a des ministères juste à côté de chez nous. On est un bassin d'emploi de 850 000 habitants, c'est-à-dire presque 2 fois ce qu'est l'Eurodistrict de Strasbourg. Et personne ne s'en rend compte. La capitale, ça reste Metz ou Nancy, qui est 3 fois plus petit. Donc il y a un moment, il y a un déni de réalité. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas le monde, on est comme celui qui conduit en se disant « je n'ai rien dans mon rétroviseur, mais il y a une voiture à ses côtés ». Et c'est vraiment cette histoire d'angle mort, je pense que c'est toujours un problème de pensée. Donc quand on applique cette pensée à ce territoire, on se dit qu'il a plus de force que de faiblesse, ce qui est totalement contraire à l'analyse politique, que ce soit celle de Florian Philippot ou même du maire de Forbach actuel. C'est-à-dire comment on va transformer toutes ces faiblesses qui sont des nécessités en réponses. Donc déjà associer un certain nombre d'employeurs, de préférence contracycliques. C'est-à-dire si on n'est que sur le métier du spectacle vivant, on aura les mêmes crises aux mêmes instants. C'est-à-dire on aura tous une baisse de crédit ou de la région, ou de l'État ou du département ou autre, qui vont tomber concomitamment au même instant. C'est-à-dire qu'ils vont faire un creux d'activité et de crédit. Donc ça veut dire déjà trouver des entreprises qui sont dans des secteurs culturels contracycliques. Ça veut dire les musées, le patrimoine, l'audiovisuel, le spectacle vivant, l'éducation artistique en règle générale, c'est-à-dire école de musique, les médiathèques. Et on se rend compte qu'on commence à équilibrer à la fois les ressources et les provenances des ressources, mais aussi les calendriers. Parce qu'on va travailler sur la mutualisation de l'emploi, sur des saisonnalités. On ne peut pas avoir besoin de tout le monde au même moment, c'est-à-dire au mois de juin quand il y a des festivals, et renvoyer tout le monde chez soi le reste du temps. Donc il faut vraiment travailler sur qui va avoir une activité longue et lissée, et qui va avoir une activité ponctuelle avec des pics d'activité ou des coups de feu. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment équilibrer votre panel d'adhérents pour que justement on puisse avoir des saisonnalités complémentaires et pas concurrentielles ou simultanées. Ensuite, par rapport à l'emploi, quand vous commencez à travailler sur des métiers qui sont complexes, par exemple cintrier, qui est donc une habilitation à travailler en hauteur, lever de charge,
machinerie classique, c'est-à-dire des perches contrebalancées, pour ceux qui connaissent la cage de Seine. Il faut des compétences. En même temps, on n'a pas besoin d'un gros niveau de formation initiale. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un que vous pouvez recruter à l'endroit où vous vivez. D'ailleurs, il habitait à 50 mètres du théâtre, sans y avoir jamais mis le pied. Parce que ce n'était pas du tout dans son domaine d'attraction. Donc on prend quelqu'un niveau bac, on l'envoie grâce à l'AFDAS, donc notre OPCA qui collecte l'agréé de fonds, et il part en contrat de professionnalisation pendant 2 ans. En même temps, je me dis, lorsque ce jeune rentre dans ce métier, il n'en connaît pas les tenants, les aboutissants, il va travailler de nuit, il va peut-être s'user. Si un jour il veut avoir une vie familiale, c'est sûr que ce n'est pas tellement agréable d'être cintrillé dans un théâtre lorsqu'on va avoir une vie familiale. Donc comment je peux imaginer déjà sa polyactivité pour que déjà varier son temps de travail et varier ses compétences. Donc on se met d'accord avec l'AFDAS pour qu'il ait une formation de soudeur sur métaux non ferreux, qui n'a rien à voir avec le champ du spectacle vivant. Et ça veut dire que tout d'un coup, je peux le classer dans des entreprises qui sont proches de mon secteur, mais qui sont plutôt dans des métiers connexes. La soudure sur aluminium, qui est une structure assez habituelle dans les spectacles vivants. Donc, j'ai une opportunité sur de nouveaux adhérents. Construction de décors, stand de foire, structure de spectacle. Donc, à un moment, on travaille à la fois sur la polyactivité des individus, en multipliant les plans de formation, qui restent flottants durant l'emploi, et à chaque fois, on essaie de faire de la prospection de nouveaux adhérents sur des métiers connexes ou sur des métiers complémentaires. Et aujourd'hui, vous avez 10 équivalents temps plein dans ce groupement d'employeurs, y compris des comédiens permanents, ce que les CDN n'arrivent pas à faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, en raisonnant sur le métier comédien, vous n'y arriverez pas. Vous ne pouvez pas y arriver à faire de la permanence sur le métier comédien. Mais sur le geste professionnel comédien, vous pouvez varier les employeurs. C'est-à-dire que les comédiens qui sont au carreau, aujourd'hui, qui sont 3, sont à la fois capables d'animer une émission de radio, capables de faire une formation de guide dans un musée du fer et de la sidérurgie. Ils sont capables d'animer des ateliers, ils sont capables de jouer dans les productions déléguées de la scène nationale. Donc aujourd'hui, ils font 35 heures. 35 heures annualisées. Ils jouent à moins de 10 km de chez eux, parce qu'ils sont surtout chargés des tournées qui sont en décentralisation autour de la scène nationale et en Allemagne. Et aujourd'hui, ils vivent le métier de comédien comme personne ne l'a vécu ailleurs. Ils ne sont pas dans une ultra-mobilité. Ils sont simplement dans un métier qui est lissé. Ils sont en formation permanente. Lorsqu'on a fait, pareil, le plan de formation avec eux, on a fait venir les professeurs du conservatoire supérieur de Paris et certains de Strasbourg pour asseoir leur formation. Ils sont de Forbach. Ils n'avaient jamais pensé faire ce métier-là comme ça. Et aujourd'hui, ils sont assez surpris d'y arriver. Et une fois qu'il y a une lassitude, on essaie de les reconvertir dans d'autres métiers. Un est en train de partir vers l'audiovisuel, une des comédiennes a été formée à la marionnette, et la dernière entrante est une ancienne prof, qui donc va en plus coordonner ce qu'on appelle les contrats territoriaux d'éducation artistique. Donc il y a un moment, vous avez comme ça la prise en compte de la multi-activité, de l'envie des employés de faire de la multi-activité, de la complémentarité des adhérents, et à un moment vous arrivez à une sorte de taille critique qu'il faut essayer de maintenir de manière stable. Et lorsque vous allez chercher de nouveaux adhérents, vous faites rentrer de nouveaux employés, vous faites du renouvellement d'employés, il faut être vigilant à cette taille critique et en fait que vous avez aussi fait des effets cliquets, c'est-à-dire c'est très difficile de redescendre en activité, c'est assez facile de grimper, mais c'est très difficile de redescendre en activité en éliminant un employeur ou un employé. Parce que là, vous créez de la frustration d'un côté ou de l'autre. Bon, là, forcément, le pilotage, le copilotage de tout ça est très important parce qu'on est dans des stratégies à plus de 3 ans, à la fois sur la formation. Dans cela, le pilotage. Donc là, j'ai l'intuition qu'il y a eu au départ de ce projet un pilote relativement impliqué et moteur, c'est toi. Ouais. Et là, c'est le national. Est-ce que tu as réussi, ou de combien de temps tu as réussi à réunir autour de toi d'autres porteurs qui t'ont permis de monter le projet? 18 mois. 18 mois. Donc, il a fallu 18 mois pour que le projet devienne vraiment collectif. Je t'entends ça. Et aujourd'hui, il fonctionne sans toi. Et il fonctionne sans argent public. Enfin, direct. Il est sans toi. Tous les adhérents bénéficient d'argent public. Eux.
Mais la structure n'a aucune subvention de fonctionnement. Elle a un budget de 750 000 € aujourd'hui, où il n'y a pas d'argent public direct. Ça a été fondé quand 2008. Excusez-moi, ça marche comment c'est à l'heure la facturation? Oui. Alors vous avez vraiment des employeurs qui sont vraiment sur des toutes petites quantités d'emplois. Par exemple, imaginons la personne qui est vraiment chargée de l'administration sur les projets européens. Au moment où ils sont sur de l'Europe créative ou sur autre chose, en fait la mise à disposition, si on appelle ça comme ça, vous pouvez le mettre à disposition qu'aux adhérents, on n'est pas dans de l'intérim, c'est interdit ça. Il faut être adhérent pour bénéficier du service. Donc à partir de là, vous pouvez avoir quelqu'un qui a besoin d'une veille de 3 heures par semaine parce qu'on est vraiment au milieu du projet Interreg, il s'agit de bien respecter les procédures, de venir, de préparer les pièces pour que voilà, les choses se passent bien. Par contre, vous pouvez avoir besoin, lors d'un festival, par exemple le chargé de la typologie, chargé de mission, directeur de projet européen, qui va s'occuper vraiment de tout ce qui est organisation d'événements européens, et choses comme ça. Là, l'adhérent qui en a besoin pendant 3 mois, ça va être assez exclusif, ça va être 3 mois dans l'année, et après, on va changer d'employeur. Donc vous avez à la fois des gens qui migrent dans la journée, ce qui nécessite aussi d'avoir un bassin d'emploi compact, parce qu'on a de la migration journalière entre plusieurs employeurs. On serait sur de la migration trimestrielle, vous pouvez avoir une dispersion des employeurs, mais là on est vraiment dans un périmètre de 30 km maximum. Temps d'accès rapide, respect des pauses de travail et tout. Hein. Donc on est vraiment dans du compact. On est vraiment dans le système de grappe. Là, hein. On est vraiment, il y a proximité des employeurs et il y a vraiment ce que vous connaissez sous le nom de cluster en français, en anglais, la grappe. C'est-à-dire que les grains de raisin se touchent et parce qu'ils se touchent, ils modifient leur forme. Les adhérents du groupement, certains d'entre eux sont publics. Sont publics, oui. Il y en a deux. Il y en a deux. Il y a une agglo et une ville. Et il y a combien en tout des membres? Aujourd'hui, il doit être 14. D'accord. Il y a une compagnie? Il y a 3 compagnies. Et quel intérêt trouve l'employeur? Alors l'employeur, oui, plutôt que de faire un tout petit CDD ou... Alors il y a déjà de sédentariser, de fixer des compétences qui sont souvent difficiles à fixer dans ce genre de bassin d'emploi. Parce que, imaginez, vous êtes un très bon attaché de presse, vous avez un réseau européen, on vous demande sur 2 festivals, mais en même temps on vous demande du développement toute l'année sur les productions déléguées d'une scène nationale. Donc vous allez faire ça à Paris. De Paris, depuis Paris, vous viendrez sur site au moment des temps forts. Moi j'ai vraiment besoin qu'il soit là parce que la compétence franco-allemande à ce niveau-là n'existe pas. Pour moi c'est très important que les employés travaillent chez leur employeur. On ne fait pas de gestion par agence. Hein. Quelqu'un qui fait par exemple de la gestion de paye fait de la gestion de paye chez l'employeur, pas depuis un centre. La présence dans l'entreprise est indispensable. On n'est pas du tout dans la gestion par agence. Hein. C'est vraiment très différent par rapport à ça. Cet avantage-là, il est très fort, c'est que pendant que vous n'employez pas quelqu'un, vous pouvez lui soumettre une veille. Je prends le directeur technique du festival Perspective, par exemple. Lorsque c'était quelqu'un qui était employé à la mission sur 4 mois, en dehors de ces 4 mois, il était introuvable. Il était à Munich ou il était à Hambourg, et c'était introuvable. Là, depuis que la gestion technique elle est mutualisée, même si vous n'êtes pas son employeur à ce moment-là, si vous lui soumettez une fiche technique, il peut vous répondre. Il est proche de vous. Donc il y a ça. Deuxième chose, le coût qui baisse. On est sur des CDI, donc il n'y a pas de prime de précarité. Le coût horaire est bien plus faible que celui de l'intermittence, compétence égale. Par exemple, sur un comédien, on est à 45 € de l'heure à l'intermittence, là on a à 22 € tout TTC. Donc on peut, sur les mêmes volumes de subventions, développer 2 fois plus d'actions aussi, ne pas réduire votre action. Donc vous voyez bien qu'il y a une opportunité pour l'employeur. Alors là où les employeurs sont plutôt les freins à l'employeur, c'est plutôt la perte ressentie de souveraineté. C'est-à-dire c'est ma chose, ce sont mes choses, je les ai sous la main. Et deuxième chose, c'est qu'il faut avoir des employeurs qui ont une véritable visibilité à la fois sociale, professionnelle de leur structure. C'est-à-dire qu'il faut avoir une prévoyance. Même si on a des systèmes d'amortissement interne pour quand un employeur qui avait réservé 3 mois se porte pâle pour des raisons X, on a un système d'amortissement par la formation professionnelle. C'est-à-dire que
le système que vous appelleriez chômage technique, à l'intérieur d'une entreprise, il y a une baisse d'activité, donc on met tout le monde en chômage technique. Chez nous, on utilise finalement la flexibilité de notre OPCA, qui est la DAS, pour déclencher les plans de formation qui restent flottants. Il y a toujours un plan de formation en route, pour chaque employé. Et l'entretien annuel permet toujours de recadrer ce plan de formation par rapport à des envies, par rapport à des stratégies que nous avons définies entre employeurs sur l'évolution de quelqu'un qui va changer, qui va passer du statut d'agent de maîtrise à cadre. Donc nous, on a toujours des plans de formation flottants. Donc ça permet vraiment de lisser, y compris les incidents, et on a créé un fonds de compensation, c'est-à-dire qu'il y a des dépôts obligatoires au moment de l'adhésion. On doit déposer une provision de salaire. L'adhésion est anecdotique, c'est 50 € par an, donc c'est vraiment pas très coûteux. Je ne veux pas que l'adhésion soit coûteuse, mais par contre, lorsque vous rentrez par exemple à un volume horaire de 500 heures année, il faut faire un dépôt de garantie de 2 mois de cette valeur-là, du 6e de la valeur annuelle de votre emploi, qui est reprise lorsque vous quittez le groupement d'employeurs. C'est un dépôt de garantie. Comment est-ce que réagissent les comédiens à cette polyactivité? Comment ils ont réagi dans un premier temps? Et je me demandais si vous en aviez, j'imagine, déjà parlé à d'autres comédiens qui n'ont pas eu l'occasion d'expérimenter ça. Quelles sont les réactions en général? Parce que c'est vraiment une nouvelle façon d'aborder le métier en faisant d'autres, en fait. Déjà, c'est très difficile quand un comédien était intermittent pendant 10 ans de l'amener à changer le régime à ce point-là, sinon par un accident de vie ou un choix de vie très puissant. C'est-à-dire qu'un comédien, par exemple, qui court la France et l'Europe depuis 10 ans et qui a un succès et qui lui permet d'avoir ses 507 heures ou plus même, sur des taux très acceptables, on n'est pas du tout compétitif pour lui. Effectivement, il va nous peser en sédentarisation comme un défaut, finalement, le fait d'être basé. Et en plus, au niveau des revenus, il risque d'y avoir une baisse de revenus directe. Indirect, ça, on fera ça au moment du bilan de la carrière, où là, la retraite, elle va être terrible. Moi, j'aime bien faire des reconstitutions de carrière avec les intermittents pour leur dire ce qu'ils auront à la retraite. Ils sont souvent extrêmement surpris, puisqu'ils oublient que lorsqu'ils sont au chômage, ils cotisent sur le plancher de la Sécu et pas sur leur brut habituel. Donc ça fait des salaires à moins de 1 000 €, enfin ça fait des retraites à moins de 1 000 €, y compris pour des gens qui ont des belles carrières. Est-ce que c'est quelque chose c'est un système que vous envisagez de généraliser ou qui serait intéressant? Non, on est vraiment sur un choix d'individu, c'est-à-dire, et souvent on prend des comédiens qui sont très jeunes, qui n'ont pas eu le goût de l'intermittence, ou bien des comédiens très âgés qui commencent à se rendre compte de la retraite qu'ils vont avoir. Donc vous avez les deux extrêmes. Mais pour quelqu'un qui a une activité, c'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas en train de concurrencer l'intermittence. J'essaie d'en réduire l'usage pour des gens qui le souhaitent, pour des gens pour qui ça répond à un choix de vie, et que, voilà, je ne suis pas dans le système que vous connaissez chez les Péchiens d'employer un chanteur d'opéra à la Flèche dans la Sarthe, mais pas loin. Mais pas loin. C'est assez marrant. Est-ce que ce système, enfin, il y a d'autres régions également frontalières qui ont envisagé de l'appliquer depuis? La nécessité d'être frontalier n'est pas nécessaire. Au moment de la création, on a hésité entre un GE et un GEC, un GEIQ, donc un groupement d'employeurs d'insertion et de qualification, qui sont en fait des SAS de passage d'une formation initiale à une insertion. Et lorsque on a... J'étais parti sur l'idée d'un GEC à l'origine, pour justement essayer de faire surgir des compétences d'un bassin d'emploi, en disant tout simplement, pour 850 000 habitants, je trouve qu'il y a très peu d'artistes et très peu de gens qui travaillent dans la culture. C'est tout, c'est un constat comme ça, un peu naïf, en disant qu'il y aurait une proportion naturelle dans une population. Et en fait, on était parti sur un GEC pour faire lever cette génération. Et quand on m'a dit, c'est bien joli de faire un GEC, mais c'est de l'entrée-sortie, c'est-à-dire qu'au terme du processus d'insertion et de qualification, il faut que tu renvoies les gens dans la nature. Et je me rendais bien compte que le bassin d'emploi n'allait pas absorber ce surcroît, donc j'allais renvoyer des gens à Paris, qui allaient vivre dans des 8 mètres carrés en train d'attendre des contrats. Donc ce n'était pas du tout l'idée de le faire. C'était vraiment d'avoir une ressource sur place et qui puisse être là et travailler dans un autre contexte. Vous pouvez, il y a un projet sur Strasbourg, donc forcément je mise avec mes petites idées, moi.
Donc le projet sur Strasbourg, il est assez différent. On en parlera après. On en parlera après. Il est assez différent. Après qu'il soit transfrontalier, ça c'est un choix personnel. Mais vous pouvez faire Il y a combien d'adhérents allemands? Il y en a deux. Il y en a deux. Il y a une fondation et une compagnie. Alors vous voyez, vous pouvez assembler, c'est une armée mexicaine, vous pouvez mettre n'importe quoi avec n'importe quoi, des GmbH, des SARL, des associations, des fondations, des fonds de dotation, ce que vous voulez. Au niveau des adhérents, il n'y a pas de prérequis. On a essayé, bon c'est une association donc, de droit local, fiscalisée bien sûr, puisque la loi veut que lorsqu'un au moins des adhérents est fiscalisé, il fiscalise toute l'activité. Alors, dans la mesure annoncée par Valls, la mesure numéro 12, je ne sais pas si vous savez, 12 mesures annoncées il y a quelques temps, il y avait l'idée de défiscaliser les adhérents non fiscalisés dans l'activité. On attend les décrets d'application. Alors ça permettra de faire entrer énormément de collectivités locales dans les activités de GE, parce que tout d'un coup, il y a presque une pénalité à ceux qui ne sont pas fiscalisés, puisque eux ne pourront pas récupérer la TVA. Elle est quand même assez forte, hein, c'est un cinquième du coût du horaire. Donc aujourd'hui, si vous voulez, là où la ville avant embauchait à travers le MUSO un certain nombre de techniciens pour gérer ses salles, aujourd'hui elle fait encore des économies, malgré la TVA. Elle fait quand même des économies. Et en plus, elle a des gens qui connaissent les salles, qui sont fixés là. Elle peut se targuer aussi de stimuler l'emploi local. Toujours bon électoralement. Quand on a... Et lutter contre les déficits. Même si Philippot n'entend pas tout ça, mais c'est un problème de surdité et de naissance. Et voilà, donc il y a ça. Tout à l'heure, on parlait de salaire de comédiens. Ça veut dire que notre comédien qui soit en représentation ou qui passe des visites, il est payé le même taux horaire? Il est salarié. Il a un grade, il est payé au niveau de formation qu'il a. Il est permanent. C'est-à-dire qu'on en a très peu l'habitude, mais si vous voulez étudier ce qui se passe dans les ensembles en Allemagne, vous verrez que les comédiens sont bien moins payés que les Français. Vous prenez par exemple les musiciens dans les grands ensembles allemands, selon que l'ensemble est classé A, c'est-à-dire que c'est un ensemble de radio, par exemple à Stuttgart ou à Baden, vous allez avoir des salaires très hauts. Si vous allez, s'il y a un ensemble musical du côté de, je ne sais pas moi, à Trèves, par exemple, il y en a un, les gens sont classés C, ils gagnent très mal leur vie. Et pourtant, ils sont permanents. Donc l'idée de permanence, elle va aussi avec un déplacement du salaire direct et du salaire indirect. Il faut vraiment penser sur un processus de vie. Vous allez avoir moins de problèmes en recherche d'emploi, c'est-à-dire l'emploi il est cherché par les tiers. Déjà un confort, une sorte de confort. Vous pouvez annoncer à votre banquier, vous avez un fixe. Vous êtes en CDI. 2, les périodes de chômage, tant qu'on a ces 507 heures, tout va bien, mais quand ça va mal, ça va mal. Pour le congé, les congés parentaux et les congés de maternité, c'est quand même beaucoup plus confortable que dans l'intermittence, ça je peux vous le dire tout de suite. Et il y a surtout la retraite. Je ne suis pas là en train de dire on fait notre bas de laine, mais enfin il faut vraiment analyser une carrière, y compris avec ses salaires indirects. Ce qu'on appelle vulgairement des charges en France, il faut vraiment rappeler des salaires indirects, c'est-à-dire, voilà, c'est une charge pour l'instant, mais ce sont des salaires indirects, c'est-à-dire quand vous êtes malade, là, vous payez pas vos médicaments, et quand vous êtes en retraite, vous ne payez pas... Le brut mensuel des comédiens, c'est environ 2000. Ouais. Donc environ 2000. Ouais, c'est ça. Ouais. Sachant que les caisses, non. L'intermittence est sortie de la solidarité nationale il y a très longtemps sans que personne ne dise quoi que ce soit. Ce qui est illégal en France. On ne peut pas sortir de la solidarité salariale nationale, mais ça fait très longtemps, c'était en 2003, à l'issue de la crise. Et donc les caisses, les assiettes et les caisses d'assiettes de cotisation ne sont pas les mêmes pour les intermittents que pour les autres salariés. Et souvent les caisses doublent leur taux. En règle générale, c'est à peu près le calcul, c'est 2 fois plus. Alors, comment est-ce que vous gérez les différentes missions pour une même personne? Dans quelle mesure est-ce qu'elle a son mot à dire? Parce que j'imagine que le comédien, il préférera faire certaines choses. Peut-être qu'il y en a un à la radio, ce ne sera pas du tout son truc. Dès lors qu'il faut bien travailler pour faire le temps compté, comment vous gérez ça? Donc on gère ça parce qu'on n'est pas en rapport de force. Mais ça tient peut-être à la personnalité des gens qui sont là aussi. Après, je suis d'accord avec vous, vous me remplacez par un
un gars qui veut imposer une vision très différente du management avec des employés qui n'ont pas du tout la même vision, et on va tomber très rapidement en rapport de force. Le seul moyen, c'est d'être toujours dans la co-construction, d'oublier que le rapport salarial est un rapport de commande. On est en train de travailler ensemble. Le rapport salarial, il est là. C'est-à-dire que lorsqu'on fait l'entretien annuel avec les individus, on fait un bilan aujourd'hui de leur mise à disposition et de leur usure sur un certain nombre de métiers. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut modifier leur métier doucement, sans rupture. Si quelqu'un me dit, moi ça va, les ateliers, je commence à avoir soupé, tu vois, les gamins avec le nez qui coule, ça commence à bien faire. Moi j'aimerais bien aller plus sur le plateau. Bon, une fois que c'est dit, moi je l'entends. Ça veut dire que je vais lui répondre sur une modification de son planning par rapport à une compensation avec les autres. Si les autres décident de compenser, ça sera tout naturellement. Après, je dirais, il y a eu du turnover aussi. Parmi les 5 comédiens qui ont été fermés à l'origine, il y en a 2 qui sont partis. Et ils sont repartis dans l'intermittence. Je ne vois pas le problème. Par contre, il y en a 3 qui sont restés depuis le début. Donc il y a aussi, on n'est pas là pour des macro-réponses, c'est pour ça que je parlais de macroéconomie, de microéconomie, c'est vraiment une réponse microéconomique, dans un contexte donné, dans un bassin d'emploi donné, dans une matrice stratégique qui a analysé une situation et en a apporté une réponse locale. Tout d'un coup, qu'un ministre de l'Emploi me dise formidable, votre truc, on va le faire partout, on va droit au clash. On va droit au clash, parce que ce n'est pas une réponse macroéconomique. On va avoir peut-être une vision, une structure très différente. Ça va être beaucoup moins drôle. En fait, peut-être aussi pour revenir à 2 choses, donc le PCC, l'établissement public de coopération culturelle, par rapport à la coopération telle que les 2 camarades avant qu'on en parlait, une coopération entre structures, entre acteurs, on va dire. Là, c'est pas du tout le cas, c'est la coopération elle est entre collectivités, entre collectivités territoriales et l'État, et pas du tout entre acteurs de la culture ou entre structures, ça c'est clair. Et pour s'y répondre à cette question, est-ce que c'est mieux d'en haut ou d'en bas? En fait, d'un point de vue politique, c'est mieux d'en bas parce que c'est un statut assez récent. Le PCC, la loi elle date de 2004, elle a été refaite en 2006, donc les premiers EPCC ils ont vraiment commencé à naître en 2005. Et c'est vraiment, la loi au départ, c'est une demande des élus locaux. En fait, c'est Yvan Renard qui était sénateur communiste, qui lui, par rapport, faisait le constat avec d'autres élus du fait qu'il manquait un statut. C'est-à-dire que l'association, la société économique mixte, la délégation de services publics ou la régie directe ne correspondait pas à un certain nombre de structures, à un certain mode de fonctionnement. Donc il fallait un statut, un nouveau statut inventé, donc il est devenu ce statut de PCC. Et je pense que derrière ça, il y avait peut-être deux phénomènes en même temps. De mon rapport à notre problème, c'est qu'effectivement, c'est arrivé à un moment où le financement de la culture avait considérablement changé avec une croissance importante des financements des collectivités locales, qui ont probablement eu envie de reprendre le pouvoir dans une certaine mesure sur les structures qu'elles finançaient, c'est-à-dire que typiquement le statut de PCC, c'est le statut que l'État estime un peu idéal pour une scène nationale. Typiquement, une scène nationale, étant label national, c'est un cahier des charges qui est défini par l'État, c'est des directeurs qui sont nommés par l'État, et des structures qui sont financées au moins à moitié par les collectivités locales. Donc il y a forcément des équilibres que les élus locaux ont profondément ressenti. Donc il y avait ça. Et l'autre truc important qui est beaucoup ressorti dans tous les échanges qu'il y a eu avant que la loi soit écrite, c'est qu'il y avait envie de répondre, de corriger un risque juridique réel, c'est-à-dire que la plupart de nombreuses structures étant des associations, en fait, toute la responsabilité pénale et juridique, c'est le président de l'association qui